Bon, allez, on y va. On en était où? Ah oui, on avait fait la charge et la décharge du condensateur, l'établissement du courant et le retour à zéro. On avait vu les aspects énergétiques pour la bobine, mais pas pour le condensateur, donc on va le faire tout de suite. Donc, j'avais pris un montage très simple, simplement pour établir, pour charger un condensateur à travers une résistance. Donc à l'instant t égale 0, on ferme l'interrupteur. Et alors on avait écrit bien sûr l'équation qui gouverne l'évolution de la charge par exemple. Hein, je vous rappelez, E ici on l'a, alors ce que j'appelle Q, la charge qui est sur la partie du haut ici. On a I qui vaut dQ sur dt si je l'oriente comme ceci. Et donc on avait E qui valait U, c'est-à-dire Q sur C, plus RI, c'est-à-dire dQ sur dt. D'où l'équation différentielle, dQ sur dt plus Q sur taux égale E sur R, avec donc taux qui est égal à RC. Vous voyez qu'on retrouve cette équation en 2 secondes. Hein. Là, je viens de le faire. C'est pas de mémoire, hein, ça se lit là. Et donc, il apparaît, hein, vous divisez ici par R, il apparaît la constante de temps RC. Et cette équation différentielle est totalement classique et triviale. Donc, elle s'intègre en Q égale donc la charge finale qui va être E taux sur R, c'est-à-dire E RC sur R. Donc, CE en fait, hein, EC, facteur de 1 moins E puissance moins T sur taux. Hein, donc ça c'est bien homogène, hein, Q égale CU, voilà. Donc ça c'est la charge en fonction du temps. Et donc c'est un truc comme ceci. Voilà. Bien, alors, on va regarder maintenant la question de l'énergie. Si on regarde le courant parallèlement, hein, on passe subitement de 0 à le courant E sur R, et puis on décroît exponentiellement avec la même constante de temps, taux. Voilà. Alors, regardons la puissance fournie par le générateur et du coup l'énergie fournie par le générateur au cours de la charge du condensateur. Donc on a P bien sûr, donc P générateur, qui vaut E fois I de T, sachant que I de T, c'est donc la dérivée du courant ici, c'est simplement E sur R, facteur de E, moins T sur taux, évidemment pour taux positif. Bien. Et donc ça fait E2 sur R, E puissance moins T sur taux. Voilà la puissance fournie par le générateur. Et donc, au cours de la charge, de l'instant 0 à un certain nombre de fois la constante de temps taux, de 0 à l'infini si on veut être rigoureux dans le cadre de ce modèle, on obtient donc que l'énergie fournie par le générateur, c'est donc la somme de la puissance fois dt, allez, de 0 à l'infini, et ça, c'est donc égal à, il suffit d'intégrer E puissance moins t sur taux, ça fait moins 1 sur taux, E puissance moins t sur taux, moins taux, E puissance moins t sur taux, à prendre entre 0 et l'infini. Et donc, c'est égal à E taux sur R et taux CRC, donc, il manque, c'est quoi le problème? E taux sur R, donc ça fait EC. Non, ça va pas, là c'est pas homogène. Alors, où est le problème?
Ah, il y a un E carré, voilà, c'est ça. Merci. Donc ça fait C fois E carré. OK. Donc ça, c'est la puissance qu'a fourni le générateur. Et maintenant, voyons la puissance qu'a reçue d'une part le condensateur et d'autre part la résistance. Donc P reçu par C, j'entends par là par le condensateur. Bon, bah, c'est la tension fois le courant au niveau du condensateur. Donc ça fait... Alors, la tension aux bornes du condensateur, bah, je vais le noter là, puis je vais reprendre derrière. Donc ça va être UC de T fois I de T. Hein, le courant qui passe dans le condensateur, c'est I. Et la tension du condensateur, c'est en fait eh bien, Q de T sur C. Voilà. Autrement dit, cette puissance reçue par C, c'est, alors si je remplace Q de T et I de T par ce qu'ils valent, j'obtiens donc ça fois ça sur C, donc ça fait E2 sur R, facteur de 1 moins E puissance moins T sur tau, facteur de E puissance moins T sur tau. Bon, c'est-à-dire E2 sur R, E puissance moins T sur tau, moins E puissance moins 2T sur tau. Bon. Alors, ça correspond à quelle énergie reçue, ça? L'énergie totale reçue par le condensateur. Ben, c'est la somme de 0 à l'infini de la puissance reçue dt. Et donc, c'est la somme de 0 à l'infini de E2 sur R. Ben, ça, quoi. Bon, je vais le faire directement. Donc, ça fait E2 sur R, facteur 2. Donc, l'intégrale de ça, c'est moins tau puissance moins T sur tau. Et l'intégrale de ça, c'est plus tau sur 2, E puissance moins T sur tau. Moins 2T sur tau, pardon. À prendre entre 0 et l'infini. Voilà. Et donc, ça fait E2 sur R, tau facteur de tau moins tau sur 2, en fait. Et donc, ça fait 1 demi de tau E2 sur R, c'est-à-dire 1 demi de tau CRC, donc de CE carré. Bon, je vais aller un petit peu vite, mais enfin, il n'y a pas de difficulté, hein, c'est une intégrale d'exponentielle. Donc on voit que la puissance reçue par le condensateur, c'est 1,5 de C fois E carré. Tandis que la puissance délivrée par le générateur, c'est CE carré. Donc il y en a la moitié, finalement, qui a été reçue par le condensateur. On s'attend donc, si on calcule la puissance reçue par la résistance, à trouver l'autre moitié. Alors on va le vérifier tout de suite, hein, parce que normalement l'énergie se conserve, n'est-ce pas? Donc la puissance, donc ça c'était... Enfin, ouais. Voilà. P reçu par la résistance, bah, bien sûr, c'est RI carré, hein, c'est UI à nouveau, donc U c'est RI et I, bah, je vais l'écrire en tout, donc c'est UR de T fois I de T, c'est-à-dire R I de T au carré, et R I de T au carré, ça fait
bah, ça fait E2 sur R, facteur de E puissance moins 2T sur taux. Et donc, si maintenant on calcule l'énergie reçue au total au cours de la charge du condensateur, c'est bien sûr la somme de 0 à l'infini de la puissance reçue fois dt. Et donc, c'est E2 sur R, somme de E moins 2t sur taux dt de 0 à l'infini. Et ça fait moins taux sur 2 E2 sur R, E puissance moins 2t sur taux à prendre entre 0 et l'infini. Et ça tombe bien, c'est égal à 1,5 de R de taux E carré sur R, c'est-à-dire de C E carré. Voilà donc où se trouve l'autre moitié de la puissance fournie. OK? Bon, alors c'est intéressant, ça se répartit, par moitié. Ça vous paraît intuitif ou... Hein? Enfin, il y a la moitié qui est fournie au condensateur et la moitié qui est fournie à la résistance. Au bout du compte, hein, parce que pas au cours du temps, hein, la puissance... Enfin, vous voyez, la puissance reçue par C, c'est ça, et la puissance reçue par R, c'est ça. Ces deux choses-là ne sont pas égales. Hein. Mais leur intégrale est égale. Enfin, je veux dire, elles ne sont pas égales à chaque instant, mais leur intégrale sont égales. Hein, vous voyez, par exemple, que à l'instant t égale 0, il n'y a aucune puissance fournie au condensateur. Hein, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Et toute la puissance, E2 sur R, est fournie à la résistance. Et par contre, à la fin quoi? Enfin, oui, non, il n'y a pas de fin, puisque la puissance elle-même... enfin, oui, non. Oui. La puissance fournie par le générateur décroît elle aussi, donc c'est pas... Bref. Il suffit de tracer ces deux graphes pour voir que... on peut le faire si vous voulez. La puissance... Ouais, la puissance fournie par le générateur, elle décroît. Bah, elle décroît parce que petit à petit, le courant décroît. Enfin, une fois qu'on atteint la charge finale, il y a moins de courant, donc du coup, voilà. Donc la puissance fournie par le générateur décroît exponentiellement. De même pour la puissance fournie à la résistance, mais au carré, donc elle décroît avec un temps 2 fois plus court, en fait, un temps caractéristique 2 fois plus court. Et la puissance reçue par le condensateur, elle, ça fait un truc comme ça, quoi. Ça monte. Au début, ça monte exponentiellement, et puis après, ça descend exponentiellement avec un maximum quelque part. Il suffit de regarder. D'accord. Enfin, on peut faire l'étude sans aucun problème. Donc, oui, alors, peut-être une remarque qualitative. Donc, ce que vous voyez, c'est que il y a autant de puissance fournie au condensateur que de puissance fournie à la résistance. Soit dit en passant, la puissance fournie à la résistance, c'est en fait une puissance dissipée par effet Joule dans la résistance. Donc celle-là, elle est perdue. On va voir tout de suite après que celle qui a été fournie au condensateur, 1,5 de CO2, celle-là, elle est récupérable lors de la décharge. D'accord ? Mais donc, si on veut charger un condensateur comme ça, ben, on n'a pas le choix. On va nécessairement devoir dépenser par effet Joule exactement autant d'énergie qu'on va donner au condensateur. C'est diminuer la résistance. Hein ? Faut diminuer la résistance. Voilà, alors, mais sauf qu'on vient de voir que ça ne dépend pas de la résistance. Alors c'est un peu bizarre parce qu'effectivement on se dit si je diminue la résistance, bah, je vais moins dissiper, forcément c'est RI carré. Oui, mais si on diminue la résistance, l'échelle de temps augmente.
Et donc, la charge du condensateur va être beaucoup plus longue, plus lente. Donc, à chaque instant, vous allez dissiper moins dans le condensateur, mais au bout du compte, dans la résistance, pardon, mais au bout du compte, comme ça durera plus longtemps, bah, le bilan fait que, bah, on le voit, hein, la fraction donnée à l'un et à l'autre, c'est 1,5 indépendamment de R. R n'intervient pas là-dedans. Mais si R diminue, taux diminue. Pourquoi vous avez dit ça au Ah, attendez, ah oui. Ah oui, attendez, j'ai dit le contraire. Si R diminue, oui, si R diminue, taux diminue, pardon. Par contre, oui, donc ça va aller plus vite. Ben alors attendez, ah oui. Qu'est-ce que je raconte? C'est quoi le problème? Oui, si R, oui. Ben alors attendez, c'est quoi le problème? Pourtant, on voit bien que c'est 1,5 à chaque fois, indépendamment de C, indépendamment de R. Et C, c'est taux. Finalement, ça dépend. Enfin, R dépend de R, non? Parce que C égale à taux sur R. Non, mais les paramètres du problème sont R et C. On se dit effectivement que si je veux dissiper moins, j'ai qu'à mettre une résistance plus petite et puis ça va bien se passer. Alors, attendez, donc je vous ai dit une bêtise. Effectivement, si R diminue, taux diminue. Ah oui, pardon. Donc, ce n'est pas l'explication que j'ai donnée. C'est que, par contre, le courant c'est E sur R. Oui, pardon. Le courant, c'est E sur R. Donc, vous allez... Donc, pardon encore une fois, hein, effectivement, la constante de temps est plus courte, et donc ça va décroître plus vite, ça c'est le courant. Hein. Mais par contre, il va partir de plus haut. Si vous divisez R par 10, vous multipliez E sur R par 10, et donc vous avez un truc qui décroît très vite, mais qui est très fort au début. Donc j'ai dit n'importe quoi, hein. Pardon. Toujours est-il que le bilan va être le même, c'est-à-dire l'intégrale de RI carré, de RI carré va être la même. Là, vous avez l'intégrale de RI carré. Si vous diminuez R, le problème, c'est que vous augmentez I, et le bilan sera le même. Donc, j'ai dit n'importe quoi avec l'échelle de temps. Enfin, c'est pas inintéressant de noter qu'effectivement, si R est plus petit, ça va aller plus vite. À la limite, s'il n'y a pas de résistance, ce qui n'est évidemment pas possible, il y a au moins la résistance des fils, il y a toujours une petite résistance aussi... associé à ça. Même s'il n'y a pas de résistance, il y a une énergie aussi par la résistance qu'il n'y a pas. Par la résistance des fils, par exemple. Voilà. De toute façon, ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, vous allez donner que la moitié de l'énergie fournie au condensateur, indépendamment de la résistance. On ait un circuit avec que des fils sans résistance ou un circuit avec une méga grosse résistance, ce sera pareil. En chargeant le condensateur comme ça, oui, vous allez fournir la moitié de l'énergie fournie par le générateur va se retrouver dans le condensateur. Et l'autre moitié va être dissipée. Ah, si vous faites un court-circuit, hein, vous savez que les fils chauffent. Hein. Donc c'est bien qu'il y a quand même la dissipation dans la résistance très très faible du fil. Hein. Donc il y a toujours une résistance. Bon. Alors voyons maintenant, au moment de la décharge, qu'on peut effectivement récupérer toute cette énergie. C'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit qu'elle est emmagasinée dans le condensateur. Cette énergie là. Okay. J'ai droit à ce tableau, oui, je suis dedans. Alors, donc décharge. Bon, je ne le refais pas, on l'a fait la dernière fois. Hein, simplement, donc là, vous annulez le générateur. Et donc, on a exactement la même équation, mais avec E qui vaut 0 maintenant. Et donc, on avait trouvé que Q, c'est Q0, E puissance moins T sur tout, toujours la même constante de temps. Et Q0, c'est EC. CE. Donc à nouveau, calculons la puissance
la puissance... alors, ok, je vais écrire I. Donc I, c'est moins CE sur taux, E puissance moins T sur taux. Taux, c'est RC, donc moins E sur R, E puissance moins T sur taux. Et donc, j'ai la puissance donc dissipée dans la résistance qui vaut RI carré, qui vaut donc R E carré, E puissance moins 2T sur taux. Et si on intègre ça, on a l'énergie dissipée lors de la décharge qui vaut, donc somme de 0 à l'infini de ce truc-là. Bon, je le fais directement. Donc l'intégrale, ça fait T sur 2, taux sur 2, avec le sigma, mais entre 0 et l'infini, donc 2 fois le sigma. Et donc ça fait R E carré taux, pardon. Ah, c'était E2 sur R là. E2, hein, parce que ça au carré, ça fait sur R2 fois R, ça fait R. Donc E2 sur R fois taux sur 2. Et donc ça, à nouveau, c'est 1,5 de CO2. Voilà. Bon, donc on retrouve bien l'énergie qu'il y avait dans le condensateur. Donc le bilan énergétique, il est clair. Le générateur fournit une certaine puissance, donc une certaine énergie sur un temps donné. Il y a une partie qui est dissipée dans la résistance et une partie qui est communiquée au condensateur. Eh bien, la partie qui est communiquée au condensateur, elle n'est pas perdue, elle est entièrement récupérable. Donc c'est une énergie qui est stockée, qui est emmagasinée, comme on dit, dans le condensateur. Et alors, physiquement, on le verra un peu plus tard, c'est lié en fait à l'existence d'un champ électrique entre les armatures du condensateur. Donc l'accumulation de charge, enfin, plus Q d'un côté, moins Q de l'autre côté, crée un champ électrique. Et ce champ électrique est porteur d'énergie. Et si on fait le calcul, on trouve exactement 1,5 de CE carré. Voilà. Bon. Vous avez des questions là-dessus? Ça va? Bon, allez, on va faire un circuit RLC. Et puis après, on passera au régime variable. OK? Enfin, au régime sinusoïdaux. Bon, allez, j'efface ça. C'est bon, je peux effacer ça? Pardon? Série? On peut faire tout ce qu'on veut, hein, mais disons série pour ouais. Alors, circuit. Ah, qu'est-ce que c'est chiant ces trucs. Circuit RLC série. Donc, une résistance, une inductance, un condensateur de capacité C. Bon, alors là, on peut l'alimenter ou pas l'alimenter. On va peut-être commencer sans, avec l'équation homogène, sans mettre de générateur, juste pour voir ce qui se passe. Par contre, évidemment, si on démarre avec pas de charge sur le condensateur, ça va rester comme ça, il ne va rien se passer. Donc on va démarrer avec une certaine charge sur le condensateur. Je mets Q0 de quel côté? Là ou là? Gauche? Droite? Voilà, c'est ce qu'on veut. Hein. Bon, allez, ici, Q0. Enfin, Q0 à l'instant T0. Enfin, Q de T. Et donc, Q de T égale 0 égale Q0. Donc, on démarre avec un condensateur chargé.
Et puis on ferme le circuit sur un RLC comme ça. Donc il n'y a pas de source ni de tension ni de courant là-dedans. On ferme le circuit et on regarde ce qui se passe. Ok, alors, vous voulez mettre le courant I dans quel sens? Comme ça? Comme ça? I. Ok. Bon, on va écrire la loi des mailles là-dedans. Hein. On va écrire que le potentiel ici, c'est le même que là où il est. Donc on va tourner comme ça, on va dire que ça fait 0. Donc, de là à là, il y a RI. Puis de là à là, il y a LDI sur DT. Et de là à là, alors il y a quoi de là à là? Donc ça c'est UL, ça c'est UR, et ça c'est UC. Hein. Donc j'écris que UR plus UL plus UC égale 0 à tout instant. Donc RI plus LDI sur DT, et UC c'est combien? C'est Q égale Q, ouais. Donc Q égale CU, et donc U, c'est Q sur C. Ouais? Bah ouais, bah non. C'est moins Q sur C. Parce qu'on a choisi Q ici. C'est vous qui avez choisi. Ouais, c'est un peu moins. D'accord. Il aurait fallu choisir I dans l'autre sens. D'accord? Dans un condensateur, si vous définissez U comme ça, c'est le Q qui est du côté plus, là. Enfin, ça peut être négatif, hein, mais c'est algébrique. Mais évidemment, hein, UC, ça peut être soit celui-là, soit celui-là. Hein, c'est symétrique, un condensateur. Donc, ça ne sera pas toujours Q sur C. Des fois, ce sera moins Q sur C. Donc, il faut juste faire attention. Là, en l'occurrence, tel qu'on l'a fait, c'est ce U-là qui vaut Q sur C. Et donc celui-là, il vaut moins Q sur C. Quand vous mettez le Q là, sur l'armature, c'est un Q positif, hein, c'est des charges. Non. Ah non, c'est Q. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Et pourquoi, en l'occurrence, d'ailleurs, vous savez que ça va osciller, ça va de temps en temps être positif, de temps en temps être négatif. Ça va... Pardon. Du coup, la flèche, pourquoi elle est... Ben non. Comment vous la mettez comme ça La formule qui dit que U égale Q sur C correspond à cette orientation. U, c'est-à-dire où il y a le Q du côté de la flèche, si vous voulez. C'est-à-dire si Q était positif, effectivement U serait positif. Mais Q est peut-être négatif, auquel cas U est négatif. Dans tous les cas, au même côté de la flèche. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, c'est l'inverse. C'est ce U-là qui vaut Q sur C, et donc ce que j'ai appelé UC ici, en fait, c'est moins Q sur C. Ok? Faites bien attention à ça, parce qu'on a vite fait de se tromper sur un signe, et ça peut mettre tout par terre, bien sûr. Donc ça, c'est moins Q sur C. Alors là, on a une seule équation avec apparemment deux inconnus, I et Q. Mais bien évidemment, I et Q sont reliés par I égale dQ sur dt. Ah, je préfère. Moins en l'occurrence. Parce que vous voyez que si I est positif, ça veut dire que les charges plus, circulent dans ce sens-là. Ça veut dire que ce Q-là, il va diminuer. Si I est positif, c'est que vous faites circuler des charges comme ça. Donc, quelle que soit la charge qu'il y a là, elle va diminuer. Enfin, si les charges vont pas là. Évidemment, si I est négatif, c'est l'inverse. Mais à ce moment-là, Q augmente. Mais dans tous les cas, I, ici, c'est moins dQ sur dt. Soit Q augmente, et alors... Soit Q augmente, et alors c'est que I est négatif, c'est-à-dire qu'on vient rajouter des charges là. Soit Q diminue, et alors I est positif. Donc, c'est bien moins dQ sur dt cette fois-ci. Donc,
à nouveau, faites attention à ça. Hein. Vaut mieux toujours réfléchir que d'appliquer les formules. Ok, donc I, c'est moins dQ sur dt. Du coup, je vais tout écrire en fonction de Q ici, mais il va y avoir un sigmoid partout, donc je retire le sigmoid partout. J'ai ce premier terme ici qui va me donner... Non, attendez, je vais garder dans le même sens pour l'instant, puis on va récapituler après. Donc j'ai j'ai moins R dQ sur dt, on va le faire tranquillement, moins L d de Q sur dt2, moins Q sur C qui vaut 0. Voilà. Et donc, ça fait l'équation différentielle. Q de points, je mets des points hein, pour les dérivées temporelles, comme vous savez, plus, donc, R sur L, Q point, plus 1 sur LC, Q égale 0. Donc voilà l'équation différentielle de l'évolution qui donne l'évolution de la charge dans le circuit. Alors une fois qu'on a la charge, on a la tension. Une fois qu'on a la charge, on a le courant, donc la tension aux bornes de L, et puis directement la tension aux bornes de C, et puis aussi évidemment avec le courant, la tension aux bornes de U. Donc si on résout ça, après on aura tout le reste. Hein. Bien. Il faut résoudre cette équation du second degré à coefficient, enfin du second ordre, l'équation différentielle du second ordre à coefficient constant. Bon, on a revu ça rapidement l'autre fois, donc c'est archi classique. Alors, vous reconnaissez ici que 1 sur LC, ça a la dimension de l'inverse d'un temps, au carré, pardon, l'inverse d'un temps au carré. Hein. Donc, il y a oui, voilà. Donc ça, effectivement, on va le noter parce qu'on va voir que c'est la pulsation propre de l'oscillation. On va écrire oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Comment vous voyez que c'est l'inverse? Parce que ça, c'est Q 2 points. Donc c'est un temps carré. Donc c'est divisé par un temps carré. Donc ça, c'est... Donc LC, c'est un temps au carré. Voilà. LC, c'est un temps au carré. Donc ça, c'est bien des par seconde. Enfin, des radians par seconde, on va voir, mais les radians, c'est sans dimension. Okay. Et là, vous reconnaissez L sur R également comme étant un temps. Ça, c'est Q point divisé par un temps. Et L sur R, ça, on s'en souvient, puisque c'était l'échelle de temps d'établissement du courant dans un circuit LR. Donc L sur R, c'est bien effectivement un temps. Alors en général, on note, je vais noter alpha égale 2L sur R, tout simplement pour pouvoir écrire... non, pardon. Non, je vais noter... Pardon. Je veux que ça, ce soit 2 alpha. Donc, si ça c'est 2 alpha, alpha c'est R sur 2L, pardon. Donc c'est également l'inverse d'un temps, ça. Hein. Ça c'est des secondes moins 1 et ça aussi. Enfin ça va être des radians secondes moins 1, mais dimensionnellement c'est l'inverse d'un temps. Pourquoi? Enfin c'est évidemment une convention. L'avantage c'est d'obtenir une équation différentielle sous une forme très normalisée et très agréable. Q de point plus 2 alpha Q point plus oméga 0 carré Q égale 0. Pourquoi c'est agréable ça? Simplement parce que le polynôme caractéristique, il est sous la forme la plus canonique possible. Enfin, ce polynôme caractéristique, vous voyez ce dont je veux parler, on a revu ça l'autre jour. On sait que les solutions de ça, ce sont des exponentielles avec pour coefficient, donc je vais l'écrire directement, Q de t. Alors, c'est une équation du second ordre, il y a deux constantes d'intégration. Ça va être A, E puissance oméga 1 t,
enfin, E puissance, je vais noter R1, les racines, parce que plus B E puissance R de T, où R1 et R2 sont racines de, donc l'équation caractéristique associée à ça, R2 plus 2 alpha R plus oméga 0 carré égale 0. Par conséquent, les racines de ça, c'est trivial. Vous avez R1 qui vaut moins alpha plus ou moins racine de alpha 2. Mais alors, donc pardon, c'est toujours... Enfin, ça, c'est si... Oui. Donc R1 et 2, là. Donc, plus ou moins. Ça, c'est si alpha 2 plus grand qu'oméga 0 carré. OK? Hein, si le discriminant réduit ici est positif, alors ça, c'est un nombre réel. Et on a deux racines réelles. R, je vais peut-être les appeler R plus et R moins. Allez, trop tard. Donc, allez, je vais en faire une avec plus et une avec moins. Je vais écrire explicitement. Je vais rajouter des signes au tableau. Voilà, donc ça, c'est si on a ça. Maintenant, si, au contraire, le discriminant est négatif, alors on a deux racines complexes. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, donc on va avoir R1 qui vaut moins alpha plus I racine de oméga 0 carré moins alpha 2 et R2 qui vaut moins alpha moins I racine de oméga 0 carré moins alpha 2. Ça, c'est si oméga 0 carré est plus grand que alpha 2. Et puis, il y a le cas limite, hein, comme vous vous souvenez, si alpha 2 égale oméga 0 carré, à ce moment-là, alors là, on a une solution qui est un peu différente. Donc, si alpha 2 égale oméga 0 carré, donc il y a effectivement une racine double, et du coup, vous vous souvenez, la solution de l'équation, c'est, alors cette racine-là, je vais noter R0, évidemment, c'est alpha, ou oméga 0. Ouais. Je vais noter alpha. C'est pareil, alpha égale oméga 0, comme vous voulez. Et donc, voilà. Moins, oui. Moins, merci, bien sûr. Et donc, on a la solution AT plus B, E puissance R0T. C'est-à-dire AT plus B, E puissance moins alpha T. Vous vous rappelez quand il n'y a qu'une seule racine, on peut s'autoriser ici un terme linéaire. De toute façon, il faut deux constantes d'intégration. Donc les voilà, c'est toujours ce grand A et ce grand B. Donc c'est les constantes d'intégration qui vont dépendre des conditions initiales. À l'instant t égale 0, quelle est la charge et quel est le courant? Une fois qu'on a dit ça, eh bien on peut, enfin voilà, il n'y a qu'à résoudre et ça y est, le problème est terminé. Bon, alors on va étudier de façon un petit peu générale ce qui se passe là. Parce que comme vous le savez, donc on distingue des régimes, un régime critique, un régime d'amortissement, d'oscillation amortie, etc. Pardon ? Voilà, apériodique, pseudo-périodique et critique. Donc on va voir les trois cas séparément. Bon, on va commencer par le premier. Allez. Donc 1, alpha 2 plus grand que oméga 0 carré. Ouais, c'est bon. Pédagogiquement, c'est peut-être mieux de commencer par le 2. Allez, je vais commencer par le 2, si vous voulez. Commencer par le 2.
Vous voulez bien? Ok. Alors donc oméga 0 carré plus grand que alpha 2. Donc là, ce que vous voyez, c'est que donc, si simplement je reporte R1 et R2 dans l'expression, j'ai Q de T qui vaut... Alors le point clé, c'est que c'est le même alpha, la partie réelle de ces deux solutions, c'est la même. Donc je vais la mettre en facteur. Donc j'ai E puissance moins alpha T, facteur de... Facteur de quoi? Eh bien, facteur de A, E puissance I, oméga 0, enfin, racine d'oméga 0 carré moins alpha 2 T, plus B, E puissance moins I, racine d'oméga 0 carré moins alpha 2 T. Donc voilà la solution, avec toujours les deux constantes d'intégration, bien sûr, hein, pour accommoder n'importe quelle condition initiale sur le courant et la charge du condensateur à l'instant T, à l'instant 0, ou n'importe quel autre d'ailleurs. Voilà, donc ce que vous voyez ici, c'est que vous avez des oscillations, hein, donc ça vous pouvez l'appeler oméga, je vais le réécrire comme ça, A, E puissance I oméga T, plus B, E puissance moins I oméga T. Et ça, comme vous savez, ça c'est un cosinus plus un sinus, enfin, E puissance I oméga T, c'est cos oméga T plus I sin oméga T, et là pareil avec le moins oméga. Étant entendu que ça a l'air d'être complexe, mais bien évidemment ça ne l'est pas. Ça ne peut pas être complexe, pour la bonne raison que ça c'est la charge. Donc physiquement, de toute façon, ce sera réel. Donc, si vous implémentez les conditions initiales avec un courant et une charge réelle à un instant initial, ça va rester réel tout du long, hein, donc il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez encore le réécrire d'une autre façon. D'ailleurs, vous pouvez encore écrire C cos oméga t plus phi, par exemple. Ou je vais mettre grand K pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le C, bien sûr. C'est une autre façon d'écrire ça. Hein. Vous pouvez toujours... Pour chaque A et B correspond à un K et un phi, et inversement. Hein. Donc c'est une autre façon de voir. Donc ce que vous voyez, c'est que vous avez, au cours du temps, une oscillation à la pulsation oméga. Et l'oméga, c'est pas une inconnue, c'est simplement oméga 0 carré moins alpha 2. Bon, très bien. Mais modulé par une exponentielle décroissante. Hein? Modulé par une exponentielle décroissante d'échelle de temps Quelle est l'échelle de temps? 1 sur alpha. On avait vu qu'alpha, c'était des secondes moins 1. Donc, effectivement, 1 sur alpha, c'est un temps. Donc, je peux peut-être le noter tau. Donc, égal... Il n'y en a pas d'autre, là. Ouais. Bon, je peux l'appeler taux décroissant, taux déc... Voilà. Et donc, ça vaut simplement 2L sur R. OK? Voilà, 2L sur R, c'est l'échelle de temps de l'exponentielle décroissante. Je vais faire le dessin. Enfin, vous connaissez bien ça. Donc, au cours du temps, vous démarrez avec l'achat. Alors, après, maintenant, je peux implémenter effectivement les conditions limites. Les conditions initiales. À t égale 0, on a Q0. Et puis, donc, on a une solution oscillante, comme ça, avec une certaine pulsation. Tout ça modulé par l'exponentielle décroissante. Modulé ou enveloppé par, des fois on parle de l'enveloppe de l'oscillation.
Alors, combien on fait d'oscillations en toute rigueur, une infinité, hein, mais à nouveau, au bout d'un certain nombre de taux d'EC, on arrive quasiment à zéro, enfin, c'est-à-dire à la solution asymptotique qui est, il n'y a plus de charge, il n'y a plus de courant. Hein. Ça, c'est normal, parce que donc, il n'y a pas de générateur là-dedans, il y a des charges au début, mais ça va osciller, donc le courant, vous voyez que le courant va un coup comme ça, puis comme ça, donc c'est un courant oscillant, mais évidemment, il y a cette résistance qui dissipe un peu d'énergie, et au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Hein. Bon. Alors oui, donc, les paramètres L, R et C vont commander la vitesse de décroissance de l'exponentielle. Sans surprise, plus R est grand, plus ça dissipe vite, puisque là-dedans, c'est R qui dissipe de l'énergie. Donc, plus R est grand, plus le temps de décroissance est petit. Si R tend vers 0, s'il n'y a presque pas de dissipation dans le système, eh bien, cette exponentielle décroissante, elle est quasiment droite, et donc vous allez avoir énormément d'oscillations avant que la tension n'ait baissé significativement, enfin, la tension maximale, ou la charge maximale dans le condensateur. Donc, voilà, si vous avez une petite résistance, vous allez pouvoir faire beaucoup d'oscillations. Donc, à la limite où il n'y a pas de résistance dans le circuit, vous avez un système oscillant spontanément et de façon infinie. Oui, c'est la limite où, effectivement, il n'y a pas de dissipation, la résistance est nulle, donc le temps de décroissance de l'exponentielle est infini. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, si alpha... enfin, s'il n'y a pas cette décroissance, là, vous avez une charge qui est simplement oscillante. D'accord ? Voilà, qui est peu amortie. Donc, vous voyez qu'il y a une compétition... dans cette situation-là, entre l'oscillation, qui est ce qu'on obtient lorsqu'on n'a pas la résistance, et la dissipation d'énergie causée par la résistance. Et vous voyez que ce cas-là, donc l'oscillation... oui, pardon, dernière chose, la pulsation d'oscillation, c'est ça, on vient de le voir. Donc vous voyez que quand alpha est petit devant oméga 0, quasiment la pulsation de l'oscillation, c'est oméga 0. C'est pour ça qu'on dit que oméga 0, c'est la pulsation propre du circuit. D'accord ? S'il n'y a pas de dissipation, le circuit oscille tout seul à la pulsation oméga 0, qui vaut donc 1 sur racine de LC. Ça, c'est sa pulsation propre. Maintenant, si on met un petit peu de résistance, oui, si on met un petit peu de résistance, vous voyez que la pulsation d'oscillation ne va pas être la même. Alors, si alpha est négligeable devant oméga 0, grosso modo, ça oscille à la pulsation propre. Mais plus alpha augmente, plus la pulsation diminue. D'accord ? Plus la pulsation de l'oscillation diminue. Et puis vient le moment où alpha égale oméga 0, et là, ça n'oscille plus du tout, on va l'écrire. Donc on va passer au cas 3, au cas 1 d'abord, allez, au cas 1. C'est quand on n'a pas de résistance, ça oscille autour de la pulsation propre, ça oscille autour de la pulsation propre. Oui, quand il n'y a pas de résistance, la pulsation d'oscillation, c'est la pulsation propre. Si alpha vaut 0, oméga égale oméga 0. OK ? Mais quand on met de la résistance, d'une part, ça fait décroître l'amplitude de l'oscillation petit à petit, enfin exponentiellement quand même, et d'autre part, ça modifie la pulsation d'oscillation.
Vous voyez que la pulsation est plus courte, c'est-à-dire que la période d'oscillation va être plus lente. Enfin, la période va être plus grande. OK? C'est bon? Donc, le cas numéro 3, je me mets où? Je peux me mettre là? Donc, je vais mettre là, je vais mettre E puissance moins T sur tau, avec tau égale donc 2L sur R. Voilà. OK, donc maintenant, on va passer au cas opposé, où on a alpha 2 qui est plus grand que oméga 2. Que oméga 0 carré. Donc dans ce cas-là, à nouveau, hein, il suffit d'écrire ça. Et on va avoir Q de T égale... Alors c'est pareil, il y a le moins alpha qui est là pour tout le monde, donc je vais le mettre en facteur. Donc j'ai E puissance moins alpha T, facteur de A, E puissance, moins racine de alpha 2 moins oméga 0 carré T, plus B, E puissance plus racine de alpha 2 plus oméga 0 carré T. Donc là, on a deux on a une exponentielle décroissante globale et deux exponentielles décroissantes là. Donc en fait, on a une croissante, une décroissante. Donc celle-ci accélère encore la vitesse de la décroissance. D'accord ? Ça fait un alpha plus grand. Et celle-là ralentit. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu là, c'est la somme de deux termes. Deux exponentielles décroissantes l'une plus rapide que E puissance moins alpha t et l'autre moins rapide. Enfin, ça, c'est l'inverse des temps en question. Hein. Donc il y en a une qui est plus rapide, celle-là, hein, ça accroît le alpha, et ça, elle est moins rapide. OK. Bon, alors le dessin, je ne sais pas, enfin, en gros... donc... Ah non, il n'y a pas de i là-dedans. Hein. Non, ça, c'est purement réel. Enfin, non, justement, ça, c'est pas oscillant du tout. Il y a une exponentielle décroissante rapide et une plus lente. Donc ça, c'est E moins alpha plus non, ça c'est la lente, c'est avec le moins, oui, enfin c'est ça. Oui, donc c'était ça. Moins alpha plus racine de alpha 2 moins j'ai mis plus là, excusez-moi, moins bien sûr. Moins oméga 0 carré. T. Et là, vous avez E puissance moins alpha plus racine de alpha 2 moins oméga 0 carré T. Donc il y en a une qui décroît rapidement et l'autre qui décroît moins rapidement. Bien évidemment, dans ces exponentielles décroissantes, celle qui décroît vite, très rapidement, elle compte pour du beurre. Et donc, globalement, ça va descendre, ça va décroître avec la vitesse la plus lente. Enfin, vitesse, entre guillemets, au rythme le plus lent. C'est entre les deux. C'est entre les deux, mais ça sera... C'est pas entre les deux, c'est la somme des deux. Donc, très rapidement, ça devient négligeable là-dedans. Donc, Au début, c'est au milieu et après, ça... Enfin non, au début, c'est un peu au-dessus, c'est la somme des deux. Donc, au début, c'est comme ça, et puis petit à petit, ça rattrape l'autre, quoi. Donc, au début, ça descend un peu plus vite, avec une échelle de temps plus courte, et après, ça finit par adopter l'échelle de temps de la deuxième. Alors, après, évidemment, hein, tout dépend de ces facteurs-là. Hein. Suivant les conditions initiales, B pourrait être nul, A pourrait être nul. Donc, mais enfin, grosso modo, vous avez une décroissance qui est, plus lente que la décroissance moins alpha t.
Toujours est-il qu'il n'y a pas d'oscillation dans ce cas-là. Et donc, si je représente Q en fonction du temps, eh bien, en fait, c'était ça. Donc, c'est pas la peine. Voilà, donc il n'y a pas d'oscillation. Oups. Il n'y a pas d'oscillation. Et donc, ça s'appelle un régime apériodique, donc sans période. Hein. Et ça, bien évidemment, c'était un régime périodique amorti. Hein, amorti plus ou moins, ça dépend de la résistance. Ouais. Vous dites deux exponentielles décroissantes, on a un signe de... Enfin, on a deux signes opposés, donc pourquoi les deux sont... Non, parce qu'il y a moins alpha t devant. Ouais, d'accord, mais... Ah ben... non, en vrai, j'aurais pas dû les mettre en... Mais c'est pas ça pour que vous les fassiez. Ah ben, trop tard. Non, mais si, parce que vous allez voir tout de suite. En fait, on est d'accord, c'est A, E puissance R1T plus B, E puissance R2T. Donc ça fait A, E puissance moins alpha, donc moins alpha moins racine. Voilà. Oui, bien sûr, c'est pareil. Voilà. Votre question, elle vient de disparaître, là, non? Vous voyez que ça, c'est plus grand que alpha. Et ça, c'est plus petit que alpha. Mais c'est bien négatif, hein, parce que là, à alpha, vous retirez moins que alpha. Donc ça reste positif. Donc c'est bien deux exponentielles décroissantes, il n'y a pas de souci. Il y en a une qui décroît plus vite, une qui décroît moins vite. Donc globalement, ça décroît moins vite. Physiquement, ce régime, ça veut dire que la résistance dissipe plus vite qu'elle ne l'échappe. Exactement. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce circuit RLC, il y a un aspect oscillant qui est donné par le fait qu'on a L et C. C'est la pulsation d'ailleurs dont l'expression ne dépend que de L et de C. Donc il y a une partie oscillante, oméga 0, et puis il y a une partie dissipative, c'est la résistance qui se retrouve ici. D'accord? Donc il y a vraiment, ça c'est le terme oscillant, enfin c'est la caractéristique oscillante et ça c'est la caractéristique dissipative. Et donc si on est dans le cas où la résistance l'emporte sur l'oscillation, eh bien, vous n'avez pas d'oscillation. C'est un régime apériodique, ça décroît avant d'avoir pu osciller, en quelque sorte. Si, maintenant, on est dans le cas où l'oscillation l'emporte sur la résistance, c'est-à-dire que sur la dissipation, pardon, c'est-à-dire que la résistance est suffisamment petite, alors, on est dans le cas où ça va pouvoir osciller. Enfin, à la limite, si alpha est vraiment négligeable, ça va osciller à la pulsation propre et décroître tout doucement, donc quasiment pas, donc ça va osciller à l'infini. Enfin. Mais en pratique, il y a toujours une certaine résistance, et donc cette oscillation va avoir une amplitude qui est de plus en plus petite. Donc vous avez ici un régime apériodique, et ici un régime oscillant amorti, périodique amorti. Oui, c'est vrai, on appelle ça pseudo-périodique. Bonne remarque. Pseudo-périodique, donc ça, c'est-à-dire oscillant amorti. OK? Et puis, entre les deux, il y a le cas limite où la résistance est pile accordée, en quelque sorte, avec l'oscillation. Et donc, alors qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On a ça. Je peux effacer là maintenant, je pense. C'est le régime critique. Où il n'y a pas d'oscillation non plus, hein, en fait. Et voilà, et effectivement, la décroissance est encore plus... Enfin, c'est le plus rapide pour une résistance donnée. Enfin, pour un LR donné, en vrai. Je vais l'écrire où? Donc, troisième cas, donc alpha 2 égale oméga 0. Et alors, on a Q de T
qui vaut AT plus B, facteur de E puissance, alors E puissance moins alpha T, voilà, tout simplement. Toujours avec le même alpha, hein, R sur 2L. OK? Et donc, dans ce cas-là, c'est une exponentielle. Alors, c'est une exponentielle décroissante modulée par un truc qui, en fait, croît à l'infini, mais l'exponentielle tue complètement la croissance ici rapidement. Hein, donc, globalement, l'aspect, c'est une exponentielle décroissante avec l'échelle caractéristique de temps 1 sur alpha. Donc, si vous voulez représenter rapidement l'évolution de la charge en fonction du temps. Donc, vous voyez que ça n'oscille pas non plus, hein, jamais ça passe par 0. Ça atteint 0 à l'infini, mais en fait, au bout de quelques fois 1 sur alpha, de quelques temps de dissipation, on arrive à 0, et ce temps de dissipation, je l'ai effacé, il est où? Enfin, je le réécris ici. Ouais. Taux égale 1 sur alpha égale donc 2L sur L. Est-ce qu'on peut retrouver cette forme, cette expression, avec, dans le premier cas, en mettant oméga 0 égale alpha? Non. Pourquoi? Non, parce que vous avez ce terme supplémentaire. Si vous mettez alpha égale oméga 0 dans le premier cas, ouais, les deux racines ont la même... Si je prends la forme en cos, parce qu'il y avait une forme en cosinus, donc le cosinus vaut 1, et donc du coup ça serait exponentielle moins alpha t fois une constante, quoi, qui est cos phi en fait. Ouais, mais non, ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est la forme générale de l'équation. Pour avoir votre cos, vous avez écrit E puissance... moins alpha t. Oui, mais en fait, regardez votre oméga dans la forme du cos. Oméga, c'est racine d'oméga 0 carré moins alpha 2. Oui. Et donc, c'est 0. Ouais. Donc, votre oscillation, elle n'est plus oscillante. Ça devient une constante. Oui. Et c'est pas solution de l'équation. Ah bah oui. Oui, non, mais c'est ça. Oui, mais ça vous donne ça. Voilà. Il vous manque ce terme-là. Ça va vous donner ça. Oui. Et ça, c'est parce qu'effectivement, il vous faut deux constantes d'intégration. Donc, quand il n'y a qu'une racine, il y a un truc en plus. Là, vous n'y pouvez rien. Oui. Quand vous écoutez votre phrase, on a une oscillation, on a une exponentielle décroissante qui est modulée, mais très peu. Comment vous appelez le terme AT? Il y a un nom pour ça? Oh non, il n'y a pas. Non. J'ai dit que c'était un truc qui croît linéairement. Par un terme qui croît. Ah ouais, un terme linéaire, un terme croissant, mais sa croissance est tuée par l'exponentielle décroissante. Donc juste remarquez bien, c'est un truc à avoir un peu qualitativement, remarquez bien que la décroissance la plus rapide, c'est en fait dans le régime critique. Parce que là, il y en a une qui descend plus vite, mais il y en a une qui descend moins vite. Et donc, globalement, vous aurez plus longtemps du signal que si vous êtes dans le régime critique où ça tue complètement la... Enfin, ça tue au plus vite. Et du coup, à l'intérieur, ça oscille quand même. Non, là, ça n'oscille pas, là. Dans le régime critique, il n'y a pas d'oscillation. Donc ça s'appelle le régime critique. Les seuls cas où ça oscille, c'est quand vous n'avez pas assez de dissipation, c'est-à-dire que alpha est suffisamment petit pour que alpha 2 soit strictement plus petit qu'oméga 0 carré. Là, ça oscille. Donc ça, c'est le régime critique. Bon, alors tout ça est archi-classique, donc revoyez bien ça tranquillement, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez vraiment qualitativement pourquoi ça se passe comme ça. Alors regardons énergétiquement ce qui se passe. C'est important aussi, cette étude énergétique. Je vais me mettre dans le cas oscillant, hein, parce que l'autre cas
moins intéressant. Qu'est-ce qui se passe au cours de cette oscillation? Vous avez donc, je me mets dans le cas oscillant pur, je vais retirer R carrément. Hein. Donc oscillation pure. R égale 0. C'est jamais vrai, mais enfin on peut tendre vers ça. Et puis si R n'est pas nul, bah, ça va être pareil, juste petit à petit avec de la dissipation. Donc si R égale 0, donc vous avez C et L. C'est le circuit LC si vous voulez. Bah, on a déjà tout, on ne va pas le refaire, hein, c'est juste alpha égale 0. Donc on a simplement Q de point plus oméga 0 carré Q qui vaut 0. Et ça, les solutions de ça sont bien évidemment Q de t égale A cos oméga 0 t plus phi. Et en prenant l'origine des temps qui va bien, ou si on dit qu'à l'instant t égale 0, Q vaut Q0, en fait, Q égale Q0 à t égale 0, la solution c'est tout simplement Q de t égale Q0 cos oméga 0t. Avec oméga 0 qui vaut donc 1 sur racine de LC. Donc voilà la solution oscillante pure, éventuellement modulée par une décroissance exponentielle s'il y a de la résistance. Mais étudions ce cas-là. Qu'est-ce qui se passe? Énergétiquement, quand vous avez une charge Q dans le condensateur, vous savez que vous avez de l'énergie emmagasinée qui vaut combien? Alors, je vais le noter comme ça. E indice C, c'est l'énergie dans le condensateur, emmagasinée à l'instant T dans le condensateur. Eh bien, c'est 1/2 de C U carré. Mais U, c'est Q sur C, donc si vous voulez, c'est aussi 1/2 de Q2 de T sur C. Et donc, c'est 1/2 de Q0 carré sur C cos carré oméga 0T. Donc, à l'instant initial, il y a une énergie dans le condensateur, 1/2 de Q0 carré sur C. Bien sûr, on a chargé le condensateur avec la charge Q0 à l'instant initial, donc il y a l'énergie 1/2 de CU2, c'est-à-dire 1/2 de Q2 sur C. Mais vous voyez que cette énergie sera toujours positive, le cos carré évidemment est positif, mais va décroître, va même atteindre 0 à un moment. Il y a un 0 ici. Alors je vais représenter cette énergie au cours du temps. Donc on démarre à... je vais appeler ça E0, hein, l'énergie qu'il y avait au début dans le circuit. Et puis, on décroît comme un cosinus carré. Donc, ça fait un truc comme ça. Et on passe par 0, donc périodiquement. Avec quelle période? Eh bien, le mec qui a quand même pondu ce truc-là, il était fort au départ. Hein. Donc, oui, la période, eh bien, vous voyez que lorsque oméga 0 t vaut pi sur 2, ça fait 0. Hein, donc, c'est la moitié de la période d'oscillation globale. Donc, ici, on a, je vais noter t égale, donc, oui, c'est le cos carré. Hein. Oui, non, ici, c'est la période, c'est t sur 2, c'est grand t sur 2 qui vaut pi 0, oméga 0, c'est oméga 0 t qui vaut pi sur 2, donc pi sur 2 oméga 0. Et ici, on a pi sur oméga 0. Et ici, on a 3,5 de pi sur oméga 0, etc. OK? Voilà, donc on a une oscillation comme ça. Bon, alors ça, c'est le condensateur.
Donc, vous voyez qu'il y a de l'énergie, il y avait de l'énergie qui a disparu. Où est-elle passée? Ben, elle n'a pas pu se dissiper puisqu'il n'y a pas de résistance. Donc, forcément, elle est dans l'énergie emmagasinée dans la bobine maintenant. Enfin, on va le montrer. Mais on sait déjà ce qu'on va trouver normalement. À moins que l'énergie ne se conserve pas. C'est donc exclu. Alors, quelle est l'énergie dans la bobine? EL à l'instant T. L'énergie emmagasinée dans la bobine, ça dépend du courant qui passe dans la bobine, et on a vu que c'était 1/2 de LI carré. Le I de la bobine, enfin, qui passe dans la bobine. Alors, que vaut ce I? Ben, on a vu que I, c'était moins dQ sur dt, mais enfin, si on dit dQ sur dt, c'est pareil, parce que c'est I au carré ici. Hein. Donc ça va faire 1/2 de L dQ sur dt au carré. Et dQ sur dt, bah, il suffit de le faire. dQ sur dt, c'est donc moins oméga 0 Q0 sin oméga 0 t. Voilà, si vous voulez, je vais écrire directement I de t. On aura peut-être besoin plus tard, donc je vais le noter comme ça. Donc ça fait Q0 oméga 0 sin oméga 0 t. Difficile de faire plus simple. Donc ça fait 1/2 de L Q0 carré oméga 0 carré sin carré oméga 0 t. Voilà, donc alors ça vaut ce que ça vaut. Oméga 0 carré, je vous rappelle que c'est 1 sur LC. Donc ça, ce n'est rien d'autre que 1/2 de Q0 carré sur C sin carré oméga 0 t. Quelle surprise! C'est-à-dire, je ne vais pas encadrer ça. C'est-à-dire E0 sin carré oméga 0 t. Voilà. Quelle surprise, non? Donc là, c'est complètement explicite. EL, c'est simplement le complément à E0 de EC. Cos carré plus sin carré égale 1. Donc à tout instant, il y a bien la même énergie qu'au début dans le circuit. Elle ne se perd pas. L'énergie totale EC plus EL à l'instant T égale E0 constante. Quel que soit T, on a ça. Ah, c'est moi qui sonne comme ça, là? Excusez-moi, je vais... Ah oui, c'est moi. Voilà, donc si je représente EL sur le même schéma, je vais obtenir un truc comme ça. Donc la charge oscille, le courant oscille, et en fait, il y a un transfert de l'énergie de la charge au courant, c'est-à-dire du condensateur à la bobine, et puis de la bobine au condensateur, c'est-à-dire en fait du champ magnétique au champ électrique, puis au champ magnétique, puis au champ électrique, etc. Donc on a un système comme ça qui va osciller spontanément et indéfiniment, sauf s'il y a une résistance qui petit à petit dissipe l'énergie et fait que cette oscillation est amortie. Bon, il n'y a vraiment rien de mystérieux. Donc voilà l'essence de l'oscillateur LC. Avec comme pulsation, ça c'est pas mal de le retenir un peu par cœur, ça. 1 sur racine de LC, ça vous donne aussi une échelle de... Du coup, vous savez que racine de LC, c'est un temps. C'est pas mal de savoir ça, de même que RC, c'est un temps, etc.
Ah, j'ai pas parlé du facteur de qualité. C'est peut-être bien de le faire maintenant. Vous avez des oscillations. Ben justement, dans le cas des oscillations amorties, là, donc vous avez... Alors si c'est peu amorti, la pulsation, c'est quasiment oméga 0. Sinon, c'est un peu moins, hein, on a vu. Donc le facteur de qualité a d'autres caractéristiques sur lesquelles on va revenir, en particulier quand on va faire le régime forcé sinusoïdal. Mais en gros, ça vous dit combien vous avez d'oscillations dans un temps de décroissance. D'accord ? Le facteur de qualité est très grand si, pendant que l'amplitude décroît, vous avez fait beaucoup d'oscillations. Et le facteur de qualité est petit si, pendant que ça décroît, vous avez fait qu'une oscillation, ou deux, ou trois, enfin, ouais. 3,5 de pi sur oméga 0. Enfin, à chaque fois, on ajoute pi sur oméga 0. Donc Q, en gros c'est le rapport entre entre le terme oscillant et le terme dissipatif. Alors je ne sais jamais s'il y a le facteur 2 ou pas. Si j'écris oméga 0 sur alpha, ça va faire... je ne sais jamais si c'est au carré. Vous pouvez m'aider là, parce que on le retrouve quand on fait la résonance, c'est évident, mais vous l'avez quelque part. Vous pouvez m'aider là? Le facteur de qualité? Non, la définition du facteur de qualité, précisément là. Vous avez ça quelque part? Ouais, merci. Je devrais savoir ça, mais je le retrouve beaucoup plus facile. Parce qu'il y a un facteur 2, je ne sais pas s'il faut le prendre ou pas le prendre. On le voit très clairement quand on étudie la résonance en régime forcé, et donc on le reverra, mais du coup là j'ai un doute. Toujours en étant RLC? Ouais, RLC, ouais. Bon, sinon on verra ça plus tard, c'est pas grave. Non, vous n'avez pas? Bon. Moi je sais que c'est 1 sur R fois racine de L sur C. Ah, c'est ça. Donc c'est 1 sur R racine de L sur C. Oui, c'est ça. Donc il n'y a pas le 2, effectivement. Donc c'est oméga 0 sur 2 alpha, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc ça fait 1 sur... Donc oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Non. Alors non, donc c'est l'inverse. Ben non, si, c'est ça. Si, c'est ça. Oui, d'accord. 1 sur racine de LC et 2 alpha, c'est ce 2 qui me gênait là. Donc 2 alpha, c'est R sur L, c'est ça. Donc c'est effectivement 1 sur R racine de L sur C. Donc à ce stade, retenez que donc dans l'équadif, je vous la rappelle, plus 2 alpha Q point plus oméga 0 Q, oméga 0 carré Q égale 0. C'était ça notre équation différentielle. Donc c'est le terme oscillant divisé par le terme dissipatif. Donc je ne savais plus s'il y avait le 2, donc il y a le 2, ok, très bien. Oui, ça c'est le terme oscillant et ça c'est le terme dissipatif. S'il n'y a pas de dissipation du tout, le facteur de qualité il est infini. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça vous donne en gros combien il y a d'oscillations pendant un temps de décroissance, pendant le temps d'amortissement. Ok ?
Donc, et on verra tout à l'heure, ou demain, quand on fera la résonance, que plus le facteur de qualité est grand, plus la résonance est piquée lorsqu'on excite le circuit à sa fréquence propre. Parce que maintenant, donc, on va voir comment réagit le circuit lorsqu'on modifie, lorsqu'on met une excitation, c'est-à-dire un générateur dans le circuit à une certaine pulsation oméga. Donc juste notons-le là parce que c'est bien, mais on reverra ce facteur de qualité plus tard. Il faut connaître là l'expression de... Bah, vous voyez, non, moi-même, je finis pas. Non, il faut comprendre ce que c'est. Oui, ça, ok. Voilà. Et après, donc voilà. Oui, enfin, si, c'est bien de le connaître. Mais connaissez ça, c'est-à-dire que c'est ce terme-là divisé par celui-là. Voilà, c'est juste ça. Après, oméga 0, c'est 1 sur racine de LC, et alpha, c'est 2L sur R, voilà, enfin, tout se retrouve simplement. Donc si vous le connaissez par cœur, très bien. Moi, je suis très mauvais pour apprendre les trucs par cœur, mais ça se retrouve. Hein. Bon, là, je ne savais plus s'il y avait le 2. Bon, ok, mais enfin, le jour du CAPES, vous le saurez, quoi. Puis, bien souvent, dans un exercice, on vous le donne. Ça dépend. Mais... Et le fait de mettre les équations différentielles là sous la forme canonique, comme ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus pratique, mais c'est pas nécessaire. Mais bien souvent, oui. Enfin, faites-le si vous avez le choix. Et si vous n'avez pas le choix, probablement on vous l'aura déjà imposé, en fait. Mais non, c'est pas capital. L'avantage d'avoir une forme canonique comme ça, c'est qu'on voit tout de suite le rôle des différents termes. Et surtout qu'on peut faire immédiatement la correspondance avec une oscillation mécanique. Parce que cette équation est exactement la même équation que celle d'un oscillateur harmonique en mécanique. Si vous travaillez par exemple un exercice sur un sismographe avec un ressort et puis un frottement fluide, vous allez avoir exactement la même forme ici. Sauf que oméga 0, ça va être racine de K sur M, où K est la constante du ressort, la raideur du ressort, et M, la masse de l'oscillateur. Mais du coup, vous aurez exactement la même forme et vous pouvez développer exactement le même formalisme. C'est complètement général, en fait. Dès que vous avez une oscillation sinusoïdale, donc un oscillateur harmonique, avec ou sans dissipation, s'il n'y a pas de dissipation, il n'y a pas ce terme-là. S'il y a une dissipation, il y a un terme ici. Ben, c'est toujours le même processus. Donc, ce qu'on vient de voir là, régime pseudo-périodique, régime apériodique et régime critique, on retrouve exactement la même chose dans toutes les oscillations harmoniques, c'est-à-dire que ce soit en mécanique ou donc en électrocinétique, ou n'importe quel autre domaine où vous allez avoir une oscillation harmonique, ce qui est très courant. Pourquoi le carré du oméga 0, il part dans l'expression du facteur de qualité? Oméga 0 sur 2 alpha. Oui, parce que ça c'est un... Oui, vous avez raison, je ne l'avais pas dit. Parce que ça, c'est un terme sans dimension, ce facteur de qualité. Or, oméga 0, enfin, ça, c'est des secondes moins 1, et ça aussi. Parce que là, il y a déjà Q point ici. Donc, il faut que vous divisiez un temps par un temps, ou l'inverse d'un temps par l'inverse d'un temps. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est la période d'oscillation. Enfin, c'est la période d'amortissement divisée par la période d'oscillation. Avec un pi derrière, donc il y a des facteurs d'ordre d'unité. Bon. Enfin, on a choisi d'appeler facteur de qualité exactement ça. Oui, mettez pas oméga 0 carré, hein, sinon ce ne serait pas homogène. Bon. Quelle heure est-il? Je vais me faire peur là. Il nous reste... Non. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ce qui se passe quand on met un générateur maintenant dans le circuit RLC. Et on va voir que si on le traite avec les équadifs, c'est faisable, mais qu'il y a bien mieux à faire, plus pratique, c'est d'introduire les notations complexes. Ouais, on va faire l'oscillation forcée là, mais juste pour l'introduire, et après on va passer aux impédances complexes, enfin au régime variable sinusoïdal. Ça c'est important. Et comme ça, demain, on pourra faire les filtres et puis des exos. Pour ça, c'est un exo, hein, en quelque sorte, mais oui. Allez, vous y êtes?
Donc je reprends le circuit RLC. Et là, je mets une tension E de T, qui va valoir, allez, E0 cos oméga T. Donc, à nouveau, on va écrire l'équation différentielle qui régit l'évolution, par exemple, de la charge aux bornes du condensateur, ou l'évolution du courant ou de la tension aux bornes de n'importe quoi. Et donc, on a, alors c'est pareil, c'est la loi des mailles. Je vais réécrire exactement comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait écrit de là à là, ça fait 0. Maintenant, on va dire que de là à là, ça fait E. Donc, oui, enfin, c'est E, c'est ce E-là, donc 0 cos oméga t. Donc, on avait obtenu RQ point plus L DI sur DT, donc Q2 point, plus Q sur C. Tout à l'heure, c'était égal à 0, et maintenant, c'est égal à E de T. Et donc, on a Q2 point plus 2 alpha Q point, plus oméga 0 carré T Q égale E0 sur L cos oméga T. D'accord? Pas besoin de redétailler, hein, c'est exactement comme tout à l'heure. Juste le deuxième membre, au lieu que ce soit 0, c'est E. Alors comme on avait divisé par L, c'est E sur L. Bon, soit. Et E, c'est E0 cos oméga T. Je suppose que j'excite, enfin que je mets dans le circuit une tension oscillante. Donc j'impose que la tension oscille à la pulsation oméga. Et donc maintenant, il faut résoudre cette équation différentielle. Alors ça, on n'a pas encore vu ces équations différentielles-là, parce que c'est une équation du second ordre à coefficient constant, mais avec un terme non nul, non homogène. Ça, alors, c'est l'équation homogène, plus effectivement une solution particulière. Et alors, il faut la trouver, cette solution particulière. Et donc, juste, c'est évident quand on réfléchit physiquement, mais on va le vérifier mathématiquement. Une solution particulière, ça va être une solution qui oscille à cette pulsation-là. En fait, le circuit n'a pas le choix. On le force à une certaine pulsation, il va osciller à cette pulsation-là, quoi qu'il arrive. Mais avec quelle amplitude? Eh bien, ça va dépendre de la pulsation. Alors, c'est ça qu'on va voir. Donc, la solution sans second membre, on l'a déjà traitée. Hein, donc, on a vu que soit il n'y a pas de dissipation, et donc c'est une oscillation à l'infini, mais bon, là, donc ça compte pour du beurre, parce qu'il y a, disons, ça ne pourra pas coller avec ça, donc cette solution aura le coefficient nul. Et donc, et quoi qu'il en soit, avec la dissipation, vous allez donc avoir un régime transitoire qui va mourir exponentiellement avec le puissance moins alpha t qu'on a vu tout à l'heure, plus ou moins rapide suivant le lien entre alpha et oméga 0, mais de toute façon, ça va mourir. Et au bout du compte, le régime transitoire va disparaître et vous allez finir sur le régime permanent, qui est le régime forcé à la pulsation oméga. Alors, écrivons, donc cherchons cette solution. L'idée, c'est que Q, donc je vais écrire Q égale A cos oméga t plus phi. Je sais que la solution va être de cette forme-là, ou si vous voulez, je cherche des solutions de cette forme-là et je vais en trouver. Mais physiquement, c'est très naturel, parce qu'on oblige le circuit à osciller à la pulsation oméga, et donc il s'exécute. C'est-à-dire que tout va osciller, ça va être périodique, donc la charge va osciller à la pulsation oméga, mais peut-être pas en phase. Il va peut-être y avoir un déphasage. En fait, il va y avoir un déphasage. Quel déphasage et quelle amplitude? Eh bien, c'est là qu'on va résoudre. Ça va dépendre justement de... Est-ce qu'il y a une autre forme de cette solution ou pas? Oui, ça. Voilà.
pas le même A, mais... Voilà. Ah, simplement parce que cos A plus B, c'est cos A sin B plus sin B cos A, et après, enfin... D'accord. Donc, voilà, l'un ou l'autre. Donc, je vais le faire comme ça, parce que souvent, justement... Enfin, quand on l'a sous cette forme-là, on ne voit pas quelle est l'amplitude de l'oscillation. Enfin, on ne le voit pas immédiatement. Tandis que là, c'est clair, c'est une oscillation avec l'amplitude A et déphasée par rapport à l'excitateur, par rapport à la tension excitante de phi. Et donc la question, c'est quelle est l'amplitude et quel est le déphasage? De manière générale, quand on a un second membre dans l'équation différentielle, on cherche toujours la solution particulière avec la forme du second membre, systématiquement, sans se poser de questions. Oui, si, parce que là, ça fonctionne parce que vous avez un cosinus. Et que quand vous allez dériver le cosinus, là maintenant on va simplement réécrire ça avec ça, la dérivée du cosinus ça va être un sinus et la dérivée seconde ça va être un cosinus. Donc vous aurez un truc trigonométrique avec des sinus plus des cosinus, et donc ça a une solution. Si vous avez ici une forme bizarre, non, Q va pas avoir la même forme bizarre, parce que la forme bizarre, plus sa dérivée seconde, ça va être un truc super bizarre qui n'a rien à voir avec le bizarre de droite. Donc ça marche pour les cosinus. Et les exponentielles aussi. Les exponentielles, oui. Oui, si c'est juste une pure exponentielle, oui. Et que les coefficients sont constants, oui, il n'y a pas de raison que ça va marcher. Ok, donc on y va. Il suffit de reporter. Donc si Q vaut ça, Q point vaut moins oméga A sin oméga t plus phi. Et Q de point vaut, eh bien, moins oméga 2 A cos oméga t plus phi. Et par conséquent, l'équation différentielle s'écrit en fait moins oméga 2 A fois le cos, plus, alors, donc moins 2 alpha oméga A sin, plus oméga 0 carré A cos. Voilà. Et mon stylo est encore en train de mourir. Et donc tout ça, c'est égal, ça doit être égal à E0 sur L cos oméga t. Bon, bah, c'est de la bête trigonométrie. Alors déjà, on va regrouper les termes en cos, et puis les termes en sin, et puis tout ça devra être égal à un cos. Donc le terme en sin, il faudra qu'il soit nul, et puis voilà quoi. Enfin, donc ça va être enfin, on va développer le oméga t plus phi, et on va l'avoir. Alors donc je regroupe les deux termes en cos ici. Donc on a A facteur de oméga 0 carré moins oméga 2 fois cos oméga t fois cos phi. Cos de A plus B, hein, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Et puis donc le deuxième terme ici, moins 2 alpha oméga A sin oméga t plus phi, ça fait donc sin A plus B, c'est sin A cos B plus sin B cos A. Voilà, donc on doit avoir ceci, et ça doit être vrai pour tout t. Donc les cos sont égaux, et le sin, enfin le coefficient du sin ici, ça doit être 0, à gauche. Et donc voilà, il n'y a aucune difficulté, hein, ça se résout très simplement. Simplement, c'est pas forcément... Enfin, on verra quand on passe au complexe, c'est plus immédiat, plus élégant, plus mieux, quoi. Vous pouvez redire, j'ai pour dire quoi?
Alors, je vais mettre les cos ensemble. Je vais mettre les cos ensemble, à gauche. Donc j'ai cos oméga t, facteur 2. Alors facteur 2, A oméga 0 carré moins oméga 2 cos phi plus, non, donc moins 2 alpha oméga A sin phi. Vous me dites si je me trompe. Ah non, pas du... Si, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est les deux termes en cos à gauche. Et puis, j'ai plus le terme en sinus. En fait, moins le terme en sinus. Et le terme en sinus, il est... Alors, A oméga 0 carré moins oméga 2 sin phi moins 2 alpha oméga A cos phi. Voilà. Et tout ça, ça doit être égal à E0 sur L cos oméga t. Eh bien, ça veut dire que ça, c'est égal à 0 sur L, et que ça fait 0, et puis voilà. Alors, si vous préférez même, vous pouvez dire que c'est... On a cos oméga de t. Allez, je vais le faire. Je vais le mettre là directement. Voilà, moins E0 sur L. Voilà, peut-être que ce sera encore plus simple, égale 0. Voilà. OK. J'ai juste passé de l'autre côté. Hein. Voilà, j'ai juste écrit ça sous une forme explicite ici. Il y a cos oméga t fois un truc, moins sin oméga t fois un autre truc. Mais les trucs en question, eux, ils sont constants. Donc ça peut être égal à 0 que si les deux, là, sont nuls. Si vous voulez, vous prenez ça à t égale 0. Sin vaut 0 et cos vaut 1, donc ça égale 0. Puis après, vous prenez ça à oméga t égale pi sur 2, et c'est lui qui vaut 1 et lui 0. Et donc, si ça doit valoir 0, c'est que les deux termes ici sont nuls. OK ? Voilà, donc par conséquent, eh bien, alors on va commencer par le deuxième. On a... Alors, vous voyez que le deuxième, il nous donne directement le déphasage. Je vais l'écrire explicitement. Je vais changer de couleur parce que ça m'énerve d'écrire avec des trucs qui n'écrivent pas. Donc ça fait A oméga 0 carré moins oméga 2 sin phi égale 2 alpha oméga A cos phi. Donc ça, c'est le terme en sinus. Donc vous voyez que c'est indépendant de A. Ça vous donne juste le déphasage directement. Ça vous dit que tangente phi, en fait, c'est oméga 0 carré moins oméga 2. Non, c'est l'inverse. C'est 2 alpha oméga sur oméga 0 carré moins oméga 2. Voilà la première information. Le déphasage, il vaut ça, enfin arc tangente de ça. Vous vérifiez que ça, c'est bien homogène. Hein. Alpha et oméga sont tous deux des inverses de temps. Hein. Donc alpha, oméga, c'est un inverse de temps au carré. Enfin, tout va bien. Tangente phi est bien sans dimension. Donc voilà le déphasage. Ça ne peut pas être autre chose. Alors ce déphasage, eh bien, vous voyez qu'il n'est pas nul, hein, tout simplement. Il y a un certain déphasage qui vaut ce qu'il vaut. Oui. Non. Vous avez mis un moins sinus oméga t tout en haut. Il faudrait que ce soit un plus 2 alpha oméga 1. Ah oui, oui, merci. Bien joué. Alors, absolument. Bien vu. Et du coup, là, il y a un sigma. Bon, qu'à cela ne tienne. Oh, non, mais absolument. Non, mais merci beaucoup. Donc ça veut dire que la charge est en retard si oméga est plus petit que oméga 0.
Et si oméga est plus grand qu'oméga 0, c'est l'inverse, la charge va être en avance. C'est-à-dire la phase de la charge va être, enfin, phi va être plus positif. Bon, ben, voilà, très bien. On n'avait donné que sur la parenthèse. Bah, pour l'instant, il faut que ça soit nul et que ça soit nul. Ah, ça Donc, c'est la première étape. Voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, ça c'est nul. Et maintenant, je vais m'occuper du cosinus. Et du coup, maintenant que j'ai phi, cette partie-là va me donner l'amplitude en fait de l'oscillation directement. Et j'obtiens donc A facteur de... Bon, je vais écrire directement. C'est donc E0 sur L fois 1 sur, alors, oméga 0 carré moins oméga 2 cos phi moins 2 alpha oméga sin phi. Alors évidemment, on peut, sin phi et cos phi, enfin on a la tangente de phi, donc on peut, je vais tout diviser, je vais mettre cos phi en facteur en bas par exemple. Bon, enfin, peu importe. Enfin, ça fait ça. Je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. C'est juste, ça fait ça. Vous pouvez simplifier un peu. Mais on va retrouver ça, de toute façon, avec les complexes. Ou alors, si... Je me suis pas trompé, là, c'est bien ça, hein? Ouais. Ouais, pour faire apparaître le tangente. Ouais, j'ai juste peur de perdre du temps pour pas grand-chose. Mais en même temps, allez. Donc ça fait 1 sur oméga 0 carré moins oméga 2 moins 2 alpha oméga fois cette tangente-là. Donc en fait, plus ça au carré. Ouais, c'est pas si mal. Donc ça fait E0 sur L cos phi. Ah ouais, puis cos phi, c'est racine de 1 plus tangente carré. C'est ça, hein? Et du coup, on peut tout mettre bien. Vous voulez qu'on le fasse? Je sais pas. On n'a pas trop le temps. En même temps, qu'est-ce qu'on fait après? Allez. Donc, sur cos phi, c'est fois... Attendez, cos carré, c'est 1... Non, 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré. Non. Si, 1 sur cos carré, c'est 1 plus tangente carré, c'est ça? Donc, 1 sur cos, c'est racine de 1 plus tangente carré. Donc, ça, c'est racine de 1 plus ça au carré. Divisé par au carré. Ah ouais, et donc là aussi on va mettre moins oméga 2, je vais le mettre en facteur pour faire sortir la même chose. Bon, il n'y a aucune difficulté, c'est un petit peu laborieux parfois, mais enfin, allez, je le réécris là. Donc on a l'amplitude qui vaut... Donc maintenant, on a la racine du truc divisée par le truc, c'est-à-dire 1 sur la racine du truc. Donc 1 sur... Il y aura encore une ligne de plus, mais je ne veux pas. Voilà, racine de 1 plus le machin. Et donc finalement, A égale, donc ça valait le coup quand même, parce que
On ne s'est pas trop perdu en route. Donc maintenant, si je multiplie ça là-dedans, donc ça fait oméga 0 carré moins oméga 2 plus 4 alpha 2 oméga 2. C'est ça? Au carré. Oui. Là, c'est bien homogène. Absolument. Donc ça, c'est l'amplitude. Il y a une racine? Non. Ah oui, oui, il y a une racine. Ah oui, 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 oui. Merci. Absolument. Yes! Ben on l'a eu! C'est joli ça quand même. Non? Enfin... Ouais, enfin... Non, alors c'est... Enfin... Bon, alors, plusieurs commentaires. D'abord, ça se fait, il suffit de l'écrire, de le résoudre, et on voit qu'effectivement, la charge vaut ça. Alors, si plutôt que la charge, on veut la tension aux bornes du condensateur, par exemple, UC, c'est Q sur C. Donc, je peux écrire, allez, on va s'intéresser à ça. UC de... Enfin, pardon. Oui, on va avoir un UC de T qui vaut... Alors, l'amplitude, on l'a. Donc, on va avoir E0 sur LC. Fois tout ça. J'ai un problème, attendez, ne criez pas tout de suite, mais on a un problème d'homogénéité là. On l'avait peut-être déjà là, le problème d'homogénéité. Non, le C est en haut, le C doit être en haut. Et on doit avoir un CE0 là. Donc il y a un oméga 0 qui est mort quelque part. Ah ben non, 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 c'est là. Ah oui, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc on ne triche pas, on ne triche pas. Mais maintenant, LC, c'est 1 sur oméga 0 carré. Donc on le rentre là-dedans. De mieux en mieux. Ah là, ça devient joli, parce que là, maintenant, on va avoir des trucs sans dimension, comme ça, c'est plus simple, on lit mieux les choses. Donc j'ai E0, et donc j'avais oméga 0, donc 1 moins oméga sur oméga 0 carré, le tout au carré, plus 4 alpha 2 oméga sur oméga 0,4. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas exclu qu'on se soit trompé quelque part, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, le nez au tableau, je vois rien. Mais encore une fois, l'idée, là, c'est de voir comment on fait, etc., que ça fonctionne, qu'il suffit de le faire. On va passer après au complexe et on verra comment ça simplifie tout ça. Alors, on voit plusieurs choses ici. On voit donc qu'on a une oscillation qui est effectivement à la pulsation à laquelle on a forcé le circuit. Et on voit qu'on a un déphasage qui est ce qu'il est, bon, mais qui dépend de oméga. Et de même, on a une amplitude qui dépend de oméga. Bien sûr, ça dépend de E0. Si vous forcez avec 2 fois plus de signal, vous aurez 2 fois plus de signal dans le circuit. Mais l'amplitude dépend de oméga, dépend de la pulsation. Donc, suivant la pulsation, le circuit va réagir avec plus ou moins d'amplitude. Ça va osciller toujours avec la pulsation imposée, mais avec une amplitude
plus ou moins grande. Et alors, il suffit maintenant de tracer l'amplitude en fonction du oméga, en fonction de la pulsation imposée. Ah si, il y a, merci. Bien sûr, plus phi. Merci. OK? Et alors, si on trace ça, on voit que cette amplitude, donc en fonction de oméga, alors, quand oméga tend vers 0, si oméga tend vers 0, donc pulsation quasi nulle, on a E0. Bah, donc si ça oscille pas, bah, une fois qu'on a chargé le condensateur, bah, voilà, il y a la tension au bord du condensateur, et c'est tout. Donc E0. Mais, et alors maintenant, quand oméga tend vers l'infini, bah, l'amplitude tend vers 0. C'est-à-dire, si vous faites osciller, si vous mettez une tension oscillante très rapide, bah, le circuit n'a pas le temps de suivre, et en fait, E égale 0, quoi. La tension aux bornes du condensateur, il n'a pas le temps de se charger, en fait. Dès que vous amenez des charges d'un côté, hop, vous lui retirez. Donc, il n'est jamais chargé. Donc, la charge, c'est 0. Et donc, la tension qui vaut Q sur C fait 0. Donc, à l'infini, ça fait 0. Et puis, entre les deux, bah, il suffit de dériver ça pour voir qu'en fait, il y a un maximum. Et le maximum, il se trouve, comme par hasard, à la pulsation de résonance. Hein, puisque, au mieux, en fait, vous voyez, c'est il faut diviser par le moins possible pour avoir la valeur la plus grande. Et donc, en fait, ça se passe quand oméga vaut oméga 0. Donc, vous avez une résonance comme ça. Donc, ça fait quelque chose comme ça, d'accord? Donc, si vous forcez le circuit à la pulsation à laquelle, lui, déjà, spontanément, il a envie d'osciller, alors là, vous allez avoir une grande amplitude. C'est ce qui s'appelle la résonance. Non. La résonance, le phénomène de résonance, c'est le fait que le circuit répond avec une grande amplitude, avec une amplitude maximale, lorsque vous l'excitez à sa propre pulsation. Le circuit répond avec une grande amplitude si vous l'excitez à sa pulsation propre. Ce qui est assez naturel. Le phénomène de résonance est très classique, hein, quand vous faites de la balançoire. Si vous poussez, si vous mettez une petite impulsion en phase avec l'oscillation, alors là, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'amplitude. Tandis que si vous excitez la balançoire avec une pulsation qui n'a rien à voir avec sa propre pulsation, bah, il va se passer quelque chose, hein, ça va osciller. De toute façon, le système, il va osciller à la pulsation à laquelle vous l'imposez. Parce que vous n'avez pas le choix, vous imposez une fréquence. Mais son amplitude dépend de la pulsation, comme on le voit ici. Oui, tout objet élastique, c'est-à-dire tout objet qui, si on le déforme, tend à revenir à sa position initiale, et c'est le cas pour tout objet, au moins dans une petite limite, alors il y a sa propre fréquence d'oscillation. Même les solides, parce que... Oui. Vous connaissez vous avez déjà vu cette image du pont qui oscille, là, voilà, c'est genre n'importe quoi dans lequel n'importe quoi qui a une position d'équilibre qui, si on le déplace, il revient. Autour de la position d'équilibre, il y a une oscillation qui va se faire, avec de la dissipation, mais néanmoins. Bon, et la largeur ici, donc on définira la prochaine fois, on définira les pulsations de coupure. Hein, typiquement, c'est au-delà de quelle pulsation on a une énergie dans le système qui est la moitié de ce qu'on a quand on l'excite avec sa pulsation propre. Ça donne des pulsations qu'on appelle des pulsations de coupure. Et la largeur de ce pic est justement reliée au facteur de qualité. C'est-à-dire si c'est très piqué, c'est-à-dire si l'amplitude... Enfin, vous comparez en fait l'amplitude par rapport à la largeur.
Et ça vous donne le facteur de qualité, le même que celui qu'on a introduit. Donc, bon, on verra ça tranquillement demain. Ouais.